Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour à tous. Donc une première table ronde qui s'intitule Le capitalisme français face au choc du global que je vais animer. Avant de commencer, je voulais moi aussi remercier des gens, donc remercier chaleureusement la Société française d'histoire politique et Gilles Richard pour leur invitation, Thierry Mérel bien sûr de la Fondation Jean Jaurès. Ayant fait ma thèse en travaillant beaucoup sur les archives de la Fondation, c'est toujours très agréable de revenir un peu à la maison, entre guillemets. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu Fula, je suis prague à Sciences Po Paris et chercheur au Centre d'Histoire et mes recherches actuelles traitent du rapport des socialistes ouest-européens au capitalisme, à l'État et en particulier leur rôle. Est-ce qu'ils résistent, est-ce qu'ils s'accommodent, est-ce qu'ils se résignent à la montée en puissance de ce qu'on appelle le néolibéralisme, mais je pense que c'est un concept qu'il faut quand même discuter, surtout pour la séquence des années 70-80. Je suis heureux maintenant de présenter les deux intervenants de cette table ronde. D'abord Régis Boula, qui est maître de conférence à l'Université de Haute-Alsace, dont les recherches portent sur la modernisation de la France, la désindustrialisation de l'Alsace et l'histoire des fabricants de matériel de sport d'hiver. C'est ce qu'il y a Salomon, etc. Enfin, moi, ça m'intéresse personnellement. Il a publié un ouvrage important sur Jean Fourastier, un expert en productivité aux presses universitaires de Franche-Comté en 2008 et co-dirigé récemment avec Renaud Meltz un bel ouvrage collectif sur Jean-Pierre Chevènement, sous-titré Le dernier des Jacobins aux éditions du Nouveau Monde. Et il nous parlera de l'année 74 comme d'une césure, Gilles l'a dit tout à l'heure, marquant la fin des temps faciles selon la formule de Jean Fourastier. Le deuxième intervenant, mais il n'est pas présent, comme vous pouvez le constater. Il s'agit de Sébastien Repère, qui a une indisponibilité, mais qui sera quand même des nôtres par écran interposé, puisqu'il nous proposera une communication sur le plan Mesmer en interrogeant son degré de consensualité dans la société française, intervention enregistrée. Sébastien Repère, c'est un spécialiste de l'histoire de l'écologie politique en France. Sa thèse, sous la direction de Jean-François Sirinelli, portait sur la construction et la structuration de l'écologie politique en France de la fin des années 70 au début des années 90. C'est un travail qui a beaucoup de résonance avec celui d'Alexis Vrignon qu'on entendra cet après-midi. Et il est actuellement responsable des activités scientifiques de l'Institut François Mitterrand. Puisque les organisateurs de la journée m'ont donné 25 minutes, je vais les prendre pour essayer de donner une lecture du sujet dans une perspective d'histoire économique et sociale où le politique, vous le verrez, affleurera de manière régulière. La première remarque qu'on peut faire, c'est qu'au plan économique, 1974 est présenté par de nombreux commentateurs comme le chant du cygne d'une période de prospérité, donc celle des 30 glorieuses, l'expression fameuse de Fourastier, qui conserve toujours aujourd'hui un grand succès malgré sa pertinence analytique plus que discutable. D'abord, au niveau chronologique, la fin des années 40 en Europe, c'est une période d'économie de pénurie et de faible croissance. Et aussi, même si les années 50, 60, début 70, loin d'être un âge d'or, une sorte de paradis perdu, ces années, elles ont aussi des phases beaucoup plus sombres, les pollutions lourdes, la santé au travail, le consumérisme, etc. Comme l'ont montré par exemple les contributeurs de l'ouvrage dirigés par Christophe Bonneuil, Céline Pessy et Cézine Topchou. Et pourtant, le récit mémoriel dominant associe souvent 1974, ou pour être plus exact, la séquence 73-74, tant ce premier choc pétrolier a marqué les esprits, comme celle de l'entrée des pays occidentaux en général et de la France en particulier dans la crise. J'insiste un peu à l'oral parce que les guillemets, je crois, sont importants. Parce qu'il faut le dire d'emblée, cette grille de lecture est problématique. En 2004 déjà, un dossier paru dans la revue 20e siècle soulignait le décalage particulièrement important, que Gilles a rappelé aussi, précoce surtout en France, entre la réalité de cette crise à chaud, qui est d'une gravité sans commune mesure avec la Grande Dépression des années 30 par exemple, et la conscience aiguë de la crise ressentie par la population. Et 4 ans plus tard, en 2008, Michel Zancarini, qui essaie d'interpréter elle aussi cette séquence 73-74, ne souscrit pas pleinement à l'idée d'une crise. Elle préfère parler, je la cite, d'une charnière grinçante de la période, où l'horizon d'attente qui était jusque-là l'utopie de l'espérance révolutionnaire et d'un avenir radieux devient la crise économique et sociale, la lutte contre les suppressions d'emplois et le chômage de masse.
2 ans plus tard, dans une réflexion qui est beaucoup plus centrée sur les États-Unis et plus largement l'histoire du capitalisme occidental, des historiens américains principalement, comme Niall Ferguson, Charles Maier, Erez Manela et d'autres, proposent d'appréhender cette décennie cruciale pour comprendre l'entrée des pays occidentaux dans la modernité actuelle, notre modernité, sous le prisme du choc du global, en expliquant que l'accélération de la mondialisation et des dynamiques d'interdépendance à toutes les échelles ont entraîné un sentiment de malaise dans les sociétés occidentales. Donc en somme, et pour résumer cette historiographie qui est très importante, très, très volumineuse, les historiens opèrent un pas de côté par rapport à la mémoire dominante entretenue encore aujourd'hui par de nombreux commentateurs politiques et économiques, et ils montrent que les années 70 sont une décennie fondamentalement ambivalente. Et moi j'ajouterais une décennie où rien n'est joué. Pour en rester à l'Europe de l'Ouest et à la question économique, il serait bien sûr idiot d'ignorer les conséquences du ralentissement de la croissance et de la forte inflation. Mais il ne faut pas aussi oublier que c'est qu'une partie de l'histoire. Les années 70, c'est aussi la montée en puissance des mouvements féministes, on en parlera, la naissance et la structuration de l'écologie politique, la question de plus en plus centrale des droits humains avec la conférence d'Helsinki, par exemple. Bref, plutôt que de considérer 74 seulement comme le point de départ de la crise du capitalisme français, une interprétation sous une forme un peu caricaturale bien résumée par l'ouvrage de Nicolas Bavrez intitulé « Les 30 piteuses », je propose d'essayer d'inscrire 74 dans une double configuration de l'histoire du capitalisme. D'abord, 74, c'est un moment de refonte majeure des règles du jeu économique international. Et ce moment de refonte, il est concomitant d'une double dynamique pour les pays membres de la CEE, à la fois la poursuite de l'internationalisation de leurs économies, mais qui commence bien avant, qui commence dans les années 60, et aussi de l'européanisation de leurs économies, Gilles l'a un peu dit tout à l'heure, au sens d'interdépendance accrue entre les économies du marché commun. Mais, deuxième dynamique, 1974, c'est aussi une année où, face au dérèglement de ce que les économistes de la régulation, Robert Boyer, Michel Aglietta, appellent la crise du régime d'accumulation fordiste de l'après-guerre, 74, c'est un moment où entre en rivalité, en conflit, une large gamme de projets alternatifs pour essayer d'en sortir, en tout cas pour y faire face, qui sont défendus par des forces politiques et syndicales très variées. Donc la voie qui va l'emporter, le choix de l'austérité personnifié par Raymond Barre avec l'apologie de mécanismes de régulation par le marché, c'est la voie qui va l'emporter, mais pas tout de suite. Il ne faut pas oublier aussi que le keynésianisme continue de se débattre, et ce à toutes les échelles, du national, la relance Chirac, à l'international. Je vais vite, mais on peut penser qu'en 78, il y a encore un projet impulsé par Jimmy Carter de relance coordonnée des 3 grandes économies mondiales, Japon, Allemagne de l'Ouest, États-Unis. Les communistes, ils sont sur la théorie du capitalisme monopoliste d'État. On en a parlé tout à l'heure, mais les pays du Sud, à l'Assemblée générale de l'ONU, dans le cadre du groupe des 77, prônent un nouvel ordre économique international pour mettre fin à l'échange inégal Nord-Sud, selon les termes de l'époque. Et puis, pour revenir au cas français, on a la confrontation entre le libéralisme organisé de Valéry Giscard d'Estaing face à la politique de rupture de l'union de la gauche. Et ça a été rappelé, donc je ne m'attarde pas, mais c'est vrai que 1974 est une année très importante du point de vue de l'histoire politique, avec la fin de l'hégémonie des gaullistes sur les institutions de la Ve République. Autrement dit, 1974, et je pense qu'il faudrait étendre la périodisation jusqu'en 1977 à minima, voire jusqu'en 79, c'est autant une ligne de crête entre 2 régimes d'accumulation du capitalisme, on va dire fordiste et post-fordiste, qu'un moment de friction entre de multiples alternatives économiques, dont certaines sont clairement anticapitalistes. Et en me centrant sur le cas français, je vais essayer de montrer dans un premier temps qu'en 1974, on n'est plus tout à fait dans le fordisme, mais on n'est pas encore dans le capitalisme de l'âge de la finance, pour prendre une terminologie de Pierre-François et Claire Lemercier, qui advient plus tard, dans la deuxième moitié des années 80. Ensuite, j'essaierai de montrer que l'État tel qu'il fonctionne à ce moment-là, c'est un observatoire fécond pour comprendre toutes ces dynamiques contradictoires qui traversent le pays à ce moment-là, et avec cette idée ligne de crête, moment de friction. Et puis enfin, dans un troisième temps beaucoup plus rapide et conclusif, je montrerai qu'il y a de nombreuses voies de bifurcation qui restent alors ouvertes et que les possibles ne se ferment que progressivement entre la fin des années 70 et la première moitié des années 80.
Donc, première chose, la crise du capitalisme français, toujours avec les guillemets importants, je pense qu'il faut évidemment pas l'ignorer. Il y a des indicateurs macroéconomiques importants, il faut quand même donner quelques chiffres, donc je les rappelle très vite. Le premier, c'est la croissance ralentie. En France, il y a une croissance de 2,8% en moyenne annuelle entre 1974 et 1979, contre 5% pour la période précédente, 50-73. Mais aujourd'hui, on voit bien que c'est cette période qui est plutôt exceptionnelle et que la croissance beaucoup moins forte est plutôt la norme que l'exception. Et la France n'est pas le seul pays touché par cette croissance ralentie. En RFA, on tombe à 2,3% contre 6% dans la période précédente. Et au Royaume-Uni, 1,5% contre un peu plus de 3%. Le deuxième trait, le plus important en 74, plus encore que le chômage, c'est l'inflation, qui est très forte, on parle à l'époque d'inflation à 2 chiffres, un pic en 74-75, plus de 10%. La France, là encore, est pas isolée. Le Royaume-Uni monte à 27% en 1975, mais il y a des pays qui y échappent, par exemple la RFA, qui, sur la période de 73-79, a une inflation en moyenne de 4,7%. Il y a les premiers signes, là aussi j'y viens pas parce que Gilles en a parlé, d'une montée encore légère du chômage, mais la date importante c'est plus 77 que 74 avec le franchissement de ce cap symbolique du million de chômeurs. Et je vais aussi très vite, ça a déjà été dit et Régis Boula va en reparler, de la désindustrialisation, on en reparlera sûrement avec Marion Fontaine qui a beaucoup travaillé la question cet après-midi. On peut quand même noter que en 75, la part des ouvriers dans la population active atteint son apogée avec presque 38% de la population active en 75, puisque la croissance des années 50-73 a été largement tirée par l'industrie et les exportations industrielles. Ensuite, donc, plusieurs temporalités pour comprendre cette crise du capitalisme. D'abord, une temporalité de moyen terme qui remonte aux années 60. Il ne faut pas oublier que les années 60, c'est la fin de l'empire colonial, c'est la fin de l'empire bon marché, comme l'a expliqué Denis Cognot dans un livre très intéressant, qui assurait des débouchés faciles et qui était une source de matières premières. Et le corollaire de ça, c'est la montée en puissance des revendications des pays du Sud en faveur d'un échange nord-sud moins inégal. Je prends qu'un exemple pour aller vite, c'est la question du pétrole, que Gilles a évoqué tout à l'heure. Dans son habilitation récente à diriger des recherches, Nicolas Badalassi note qu'en 1970, la part du pétrole d'Algérie représente plus de 26% du total des importations de la France. Sauf que depuis entre 68 et 71, Boumedienne nationalise des dizaines d'entreprises françaises, notamment celles spécialisées dans les distributions de pétrole et de gaz. Donc ce chiffre des importations de pétrole algérien va tomber à 7% dès 1971 et la France va être obligée de diversifier ses sources d'approvisionnement. D'où la nécessité pour elle de diversifier les sources, de sécuriser, les routes du Moyen-Orient, et ça entraîne un changement dans la politique étrangère, là aussi rappelé tout à l'heure par Gilles, de Valéry Giscard d'Estaing, puisqu'il va y avoir un rapprochement avec les États-Unis pour essayer de sécuriser la Méditerranée et garantir des approvisionnements en pétrole réguliers. Donc pour aller très vite et plus largement, la crise du Fordisme en Occident, elle est aussi liée à ce que Weishaupt appelle la guerre froide globale et au fait que les années 70, dans les pays du Sud, elles sont très chaudes. Deuxième dynamique de moyen terme, ça a été montré par beaucoup de travaux d'économistes, notamment les théoriciens de la régulation, mais c'est que dès la fin des années 60, on constate un fléchissement de la rentabilité du capital, qui est dû à la dépréciation du dollar dès 1968, qui est consécutif au déficit gigantesque de la balance des paiements américaine et du budget fédéral américain avec la guerre du Vietnam. Et dès les années 60, on voit que l'internationalisation est croissante des firmes, de l'économie, des flux de capitaux, au point que Pierre Massé, qui est commissaire au plan dans la première moitié de la décennie 60, déclare en 65, quand il présente devant le Conseil économique et social le 5e plan, il déclare, je le cite, « L'objectif premier, c'est la compétitivité internationale, parce qu'elle est la clé de tout le reste. » Et c'est vrai qu'une des caractéristiques du capitalisme français et ouest européen plus largement, c'est qu'une grande partie de la croissance est tirée par les exportations, plus de 20% du PIB. Il y a ensuite beaucoup de phénomènes d'internalisation des échanges, de libéralisation financière. Déjà 68, c'est la fin des droits de douane entre les pays du marché commun. Alors il y a beaucoup de barrières non tarifaires qui persistent et des pratiques protectionnistes plus ou moins déguisées, mais malgré tout, un cap est franchi. Les eurodollars et les pétrodollars, ça commence aussi dans les années 60 et le gouvernement français
pour financer sa balance des paiements, n'hésite pas à recourir à ces liquidités qui sont abondantes et qui sont bon marché. Et puis, là, je le signale aussi, un fait moins relevé, mais c'est dans les années 60 que le capitalisme des paradis fiscaux commence vraiment à prendre son envol. Et une historienne américaine qui s'appelle Vanessa Ogle explique que c'est dans les années 60 que commence à se structurer un capitalisme d'archipel. La deuxième temporalité de la crise, elle est liée aux contestations de 68. Ça aussi, c'est assez connu, donc je vais vite, mais il faut quand même garder à l'esprit, ça a été dit tout à l'heure, que l'après 68, c'est un moment de forte conflictualité dans le monde du travail et de combativité ouvrière, le Joint français, l'IP, etc. Et que dans les gauches, communistes et non communistes, surtout non communistes d'ailleurs, la critique du capitalisme s'est fortement enrichie d'une critique de la qualité du travail, par exemple portée par la CFDT. Et puis enfin, une autre dynamique de moyen terme, ce régime d'accumulation fordiste, il touche ses limites tout simplement parce que les consommateurs sont saturés. Le début des années 70, je fais quelques chiffres intéressants, mais en France, entre 54 et 1975, le taux d'équipement en machine à laver, il passe de 8% à 72%. Les réfrigérateurs, ça passe de 3% à 91%, et les téléviseurs de 1% à 86%. Donc il y a une obligation de repenser le système productif pour éviter de tomber dans le piège de la seule compétitivité par les prix, parce que dans les années 70, c'est la montée en puissance de nouveaux concurrents industriels, notamment en Asie du Sud-Est. Et enfin, donc à ces logiques des années 60, ces logiques liées au moment 68, il y a la refonte des règles du jeu de plus court terme internationaux, avec la crise monétaire d'abord, 71, et le changement des règles du jeu, fin du système de change fixe de Bretton Woods, avec la décision de Nixon de suspendre unilatéralement la convertibilité du dollar en or, et donc ça entraîne une guerre des monnaies, d'échanges flottants et beaucoup d'incertitudes pour les exportateurs. La crise de l'énergie aussi, mais quand même une remarque, cette crise de l'énergie qui à chaud a beaucoup marqué les esprits, en fait elle est relativement bien absorbée par les économies occidentales. Ce qui fait mal aux économies occidentales, c'est le second choc pétrolier, qu'on oublie davantage, celui de 79. Et dernière petite remarque, oui, le pétrole se renchérit, mais quand même il ne faut pas oublier qu'en 85-86, il y a un contre-choc pétrolier et qu'on revient à des coûts du baril qui sont relativement supportables pour les économies des pays riches. Donc en résumé, de nombreux facteurs nationaux, européens, internationaux se conjuguent, mais leurs effets se font peu sentir en 74, voire pas du tout, pour dérégler le fonctionnement du capitalisme français et plus largement occidental. En tout cas, ça pose de sérieux défis à l'État, qui a du mal à répondre aux injonctions contradictoires et qui se retrouve un peu pris entre plusieurs feux. En gros, la question, c'est pas pour paraphraser Lénine, mais quand même, que faire d'eux et que faire avec l'État ? Donc il y a une double dynamique contradictoire que Michel Margueraz a bien mis en lumière. D'une part, le retour en force de ce qu'il appelle la culture de régulation formée lors du compromis modernisateur de l'après-guerre, puisque à ce moment-là, les entreprises publiques jouent un rôle important d'amortisseur de la crise. C'est l'investissement public dans la deuxième moitié des années 70 qui tire la croissance, qui soutient la croissance. Mais à côté de cet État pompier, il y a aussi toutes les critiques autour de 68, libérales, libertaires, contre l'aliénation, contre l'État vertical, paternaliste, qui vont se traduire par des politiques publiques qu'on a un peu plus oubliées. Il y a l'idée quand même, sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, de rendre l'État moins froid, moins impersonnel. Et le politiste Philippe Bezès souligne par exemple le développement d'un répertoire de réformes qu'il appelle « réformisme des contre-pouvoirs » parce qu'il cherche à opposer à l'administration d'autres forces et d'autres acteurs, des élus locaux, des citoyens, qui peuvent faire pression sur l'administration parce qu'ils ont de nouveaux droits. Et Bezès prend l'exemple des lois sur l'informatique, les fichiers et les libertés, la loi sur la liberté d'accès aux documents administratifs ou sur la motivation des actes de l'administration. Ce rapport moins vertical à l'État, il se traduit aussi, c'est moins connu, c'est pour ça que j'insiste un tout petit peu plus, sur un rapport plus apaisé à l'impôt. Après la flambée antifiscale du début des années 70, que Gilles connaît bien, du ci, du nati autour de Gérard Nicou, des artisans, des commerçants, quelques paysans qui dénoncent la Gestapo fiscale. Ensuite, on arrive avec un rapport plus apaisé et un souci de l'administration fiscale de se rapprocher des citoyens, de faire œuvre de davantage de pédagogie que de répression.
Et cet exemple de la fiscalité, il permet aussi de rappeler, en s'appuyant sur les travaux de Thomas Piketty, qu'on est encore en 74 dans une ère de progressivité fiscale, où les inégalités de revenus sont encore en train de se réduire. Ça va pas durer longtemps, mais c'est le cas. Et c'est ensuite, et on retrouve encore une fois l'idée de charnière grinçante, que le capital privé, pour citer Piketty, fait son grand retour dans les pays riches. Donc, ce point pour insister sur quelque chose, si le libéralisme a été contrarié par la crise, les velléités de libéralisation de l'économie restent très présentes chez une grande partie des élites patronales, administratives et de la droite libérale giscardienne. Juste un seul exemple sur ce point, parce que sinon je vais être trop long, mais que je trouve très révélateur de ces velléités qui persistent, c'est la formation à l'ENA. La formation à l'ENA, vous avez des travaux d'Émilie Bilan, de Sarah Kolop, qui ont montré que dans la formation des énarques, à partir de la deuxième moitié des années 70, on voulait former des gestionnaires, des managers, qui s'interdisaient pas de faire avaler à l'État une dose de management privé. En gros, que les règles d'administration, les règles de méthode de gestion d'une entreprise privée pouvaient très bien convenir pour rendre l'État moins obèse, plus efficace, etc., etc. Et tout ça va culminer dans la décennie suivante, dans les années 80, avec ce mot un peu fourre-tout et politiquement utile de modernisation. Je termine, je signale aussi que 74, c'est le début de la perte du pouvoir d'achat des fonctionnaires, on pourrait y revenir si vous voulez, mais c'est aussi une des premières conséquences des politiques d'austérité discrètes qui sont mises en œuvre par l'État et qui vont se systématiser sous Raymond Barre. Mais je termine avec cette idée de possible ouvert, je serai beaucoup plus rapide, rassurez-vous. On peut souligner l'existence de projets alternatifs importants à l'austérité macroéconomique, à la redécouverte du marché par les élites occidentales et au maintien du statu quo de l'ordre économique international qui a été la voie qui s'est imposée à partir de la deuxième moitié des années 70. Donc je raisonne par échelle, mais il y a d'autres projets que cette voie austéritaire. Le premier, c'est le nouvel ordre économique international, qui est très important et qui constitue la tentative de réforme de l'ordre économique la plus discutée des années 70. À l'échelle de la CEE, 74, ce sont les derniers feux de l'Europe sociale, qui avaient notamment été impulsés par Willy Brandt et sur lesquels reviennent beaucoup les travaux de Laurent Varlouzet, d'Aurélie André. C'est les derniers feux. L'Europe sociale, elle ne disparaît pas après 74, mais en revanche, elle marque le pas. Et la construction va se faire sur d'autres principes. Il va y avoir beaucoup de réformes institutionnelles importantes. Gilles en a mentionné beaucoup. Mais en tout cas, c'est plus le social qui prime dans l'articulation des politiques publiques à l'échelle de la communauté. À l'échelle de la France, les projets de cogestion ou d'autogestion dans l'entreprise ont échoué. Pour la cogestion, le symbole, c'est l'échec du rapport Sudreau et de la démocratie dans l'entreprise étudié par exemple par Alain Chatriot. Et c'est vrai que le patronat français refuse toute introduction de salariés dans les conseils d'administration sur le modèle de ce qui se fait alors en Allemagne de l'Ouest ou en Europe du Nord. Et enfin, il existe un variant, moins connu et surtout en France parce qu'il est masqué par l'ombre imposante du productivisme du programme commun, mais que tentent de promouvoir des petits cercles de socialistes européens à l'échelle de la CEE, mais aussi dans leurs partis respectifs. Moi, je l'appelle le variant socialiste de l'austérité. Son texte fondateur, ça pourrait être la lettre adressée le 9 février 72 par le travailliste néerlandais Sico Mansholt au président de la Commission européenne Franco Maria Malfatti. Cette lettre, elle est très inspirée par le rapport Meadows, dont Mansholt avait lu des versions préliminaires et avait beaucoup réfléchi sur ce rapport, alors que c'était un commissaire à l'agriculture très productiviste dans les années 60. Et Mansholt appelle à chercher des solutions de sortie de crise autres que la recherche de la croissance. Et dans ses variants les plus sophistiqués, parce que Mansholt, sa pensée fait des émules, l'austérité socialiste est pensée comme un outil au service d'un nouveau modèle de développement, moins consumériste, plus solidaire, mais qui ne rompt pas avec le capitalisme. Et sur ce point, il y a, pas toutes les branches, mais certaines branches, il y a des traits communs avec l'écologie politique naissante. Il y a l'idée d'une existence plus sobre, plus frugale, plus collective, pour répondre à l'ébranlement du compromis fordiste. Alors en France, les tenants de cette approche, ils sont très minoritaires. Pour moi, le plus éminent représentant, c'est Jacques Delors, et on sait que son poids politique a jamais été énorme dans le Parti socialiste français. Bref, pour conclure, il y a toute une variété d'alternatives qui existent face à la crise au milieu des années 70, en France et en Europe de l'Ouest, et je crois que c'est important de le garder à l'esprit.
La route vers une forme de capitalisme principalement régulée par des politiques pro-marché, par exemple la politique de la concurrence au niveau de la communauté économique européenne, et où le secteur de la finance joue un rôle de plus en plus névralgique dans les logiques de fonctionnement du capitalisme et dans le quotidien des populations, n'est pas tracé à ce moment-là. Et le socle commun à l'ensemble des travaux historiens récents, c'est de rejeter la grille de lecture unidimensionnelle de la crise afin de pouvoir penser ces nombreux changements historiques et ce temps d'incertitude dans un contexte général d'intégration structurée à grande échelle. Cela, tout en évitant de tomber dans une sorte d'obsession historiographique à l'égard des années 70, parce que non, dans les années 70, j'ai essayé de le montrer, tout n'est pas discontinuité et césure, ce qui incite donc à les réinsérer dans la longue et la moyenne durée de l'histoire du capitalisme. Je vous remercie. Et je te laisse la parole, Régis. Merci. Merci beaucoup. Permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs de cette journée d'avoir pensé à moi. Après 1972, le Joint français, après 1973, l'IP, nous voici donc en 1974. Au début des années 70, la France, qui a connu à partir de la fin des années 40 une période de modernisation et de rattrapage, dispose au corps d'une industrie moderne et elle apparaît même comme la grande puissance de demain pour les cabinets de consulting américains, alors que l'Allemagne, elle, est censée être balayée dans la décennie qui vient. Toutefois, 1973-1974 marque pour l'histoire du capitalisme, on vient de voir, une nouvelle période. Internationalisation des marchés, libéralisation financière, intégration européenne poussée, tout cela va imposer de nouvelles contraintes à une économie française qui, faut bien le reconnaître, a du mal à s'adapter. Dans ce contexte, considérant que le déclin de l'industrie était inévitable, les élites font le double choix de substituer les services à l'industrie et d'abandonner la production aux pays à bas salaire, tout en voulant conserver, quelle chimère, les activités de R&D d'innovation. Si, pour l'économiste Jean Fourastier, Marc, la fin est tant facile, j'y reviendrai, pour Valéry Giscard d'Estaing, c'est également, je cite, « pas de chance, la première année de mon septennat ». C'est aussi, 50 ans plus tard, on peut le reconnaître, le point de départ d'un phénomène de repli industriel. Je diviserai donc, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair dans tout ça, mon propos en deux temps. Vous me permettrez d'abord de revenir sur cette dynamique, brièvement, cette dynamique de rattrapage et de modernisation qui est en train de s'épuiser au début des années 70. Et puis on verra dans un deuxième temps, que j'ai intitulé « Pas de chance, c'était aussi la première année de mon septennat » pour reprendre les mots de Valéry Giscard d'Estaing en 2008, voir ce qui se passe vraiment au cours de cette année 1974, par exemple au niveau du ministère de l'Industrie, par exemple au niveau des politiques mises en place. Alors tout d'abord, quelques mots sur cette dynamique de rattrapage et de modernisation. On le sait tous, il y a plein de travaux qui sont publiés là-dessus et j'en ai moi-même écrit, j'ai écrit quelques pages, que la productivité, à partir de la fin des années 40, notion de productivité se retrouve au cœur d'un programme franco-américain de rattrapage et de modernisation de l'économie et de la société. Il faut pas négliger cet effet de rattrapage qui passe par l'adoption résolue des techniques et des méthodes Fordistes, par le transfert de population active d'agriculture vers l'industrie et les services, et surtout par un accroissement substantiel de productivité. Au cœur des réseaux modernisateurs, il y a effectivement, vous m'avez fait l'amitié de l'évoquer tout à l'heure, un homme qui s'appelle Jean Fourastier, qui bénéficie d'une triple légitimité. D'abord, une légitimité d'expert, puisque l'expert en assurance de la fin des années 30 devient expert du plan aux côtés de Jean Fourastier. Cet expert, qui est au départ un ingénieur, est devenu un peu en autodidacte un économiste d'un genre un peu particulier, qui en 1948 est l'auteur d'un petit opuscule qui est sa théorie générale en fait, dans laquelle il développe 4 théories principales et 10 théories dérivées. Et parmi ces théories principales, il y en a une que je me permettrai de rappeler très brièvement. Il y a la théorie qu'il appelle de la période transitoire.
Et qu'est-ce que c'est que cette période transitoire? Eh bien, elle repose sur l'accroissement des rendements horaires qui permettent des transferts de main-d'œuvre des secteurs vite saturés comme l'agriculture vers des secteurs nouveaux. Il s'ensuit, nous raconte Fourastier, un déséquilibre qui s'étend des facteurs de production à la consommation et par suite au prix, au niveau de vie, à la démographie. Et c'est ce déséquilibre qui, pour lui, caractérise ce qu'il appelle une période transitoire dans laquelle la France se trouve à la fin des années 40 et au début des années 50 et qui ne s'achèvera, conclut-il, en tout cas du point de vue français, que lorsque 80% de la population active, à peu près, sera dans le tertiaire. Donc la France est dans une période dite transitoire et sont ces théories-là qu'il va infuser, faire percoler via tous les ouvrages de vulgarisation économique qu'il peut publier dans les années 50-60. Alors, il n'y a pas encore les Grandes Glorieuses, mais il y a le Grand Espoir du XXe siècle qui est paru en 1949, qui est un best-seller. Et puis, il est donc l'inventeur, je le rappelle, d'un genre économique nouveau qui est l'essai économique grand public. Et puis, ce sont des théories qui infusent également du côté des élites qu'il contribue à former à Sciences Po, à l'ENA, au CNAM, donc les futurs cadres du privé et du public, des années 60 et 70, à qui il fait rentrer dans le crâne toutes ces choses-là. Toutefois, on l'a rappelé également, cette période est loin d'être un âge d'or, puisque la croissance a ses oubliés, ses victimes, et je peux d'autant plus en parler que je travaille en ce moment sur le cas du Haut-Rhin, qui en fait connaît des crises textiles très précoces et qui en fait se désindustrialise dans les années 60 et 70. En 74, tout est déjà quasiment joué. Je pourrais y revenir. Et cette croissance, elle s'accompagne également d'un certain nombre de problèmes qui sont très bien soulignés par Michelot et Félix Torres dans un ouvrage qui est paru il y a quelques années, qui s'appelle « Virage manqué 74-84 », ces 10 années au cours desquelles la France est décrochée. Et Haut et Torres mettent l'accent sur deux éléments qui sont intéressants, à mon sens. D'une part, c'est que alors, à la fin des années 60, certes, l'industrie reste une priorité et jusqu'en 74, les investissements continuent de progresser plus vite que la consommation, mais désireux de ne pas infliger à la population les rigueurs d'une politique de désinflation, Pompidou a rompu avec la politique de stabilité monétaire du général et décidé en 69 d'une dévaluation de 11% du franc, tout en obtenant une réévaluation de 9% du Deutschmark. Pour éviter d'alourdir les prélèvements sur les revenus des personnes physiques ou sur la consommation, les hauts fonctionnaires de la direction du budget font également peser des nouvelles charges, et ça c'est important, sur les entreprises. 70 contributions sociales de solidarité des sociétés créées pour financer les régimes de protection sociale des non-salariés, 71 création du versement transport, 71 également loi Delors sur la formation professionnelle qui institue les congés individuels de formation. Haut et Torres relève également que la France est handicapée par un déficit commercial qui est structurel. De 45 à 74, le commerce extérieur français n'a été excédentaire que 12 fois, c'est moins de la moitié de la période, et en général au lendemain de dévaluation. Ce qui quand même est intéressant, c'est que à partir de 74, les politiques de relance de la croissance qui vont buter de plus en plus sur la hausse des importations, c'est bel et bien en raison de la capacité de l'appareil industriel français, de la faible capacité de l'appareil industriel français à répondre à la demande intérieure. Ce manque de compétitivité est ancien. On va pas s'étendre là-dessus. On est en fait une économie française qui est trop cantonnée, vous l'avez dit, dans la production de biens de consommation banalisés, qui vont être de plus en plus sensibles à une concurrence par les prix. De sorte qu'il y a effectivement à la fin des années 60 des signaux faibles qui révèlent comme un essoufflement. Une inflation qui s'accélère, un chômage qui commence déjà à s'accroître. Il y a déjà 500 000 chômeurs fin 67. En fait, et chaque point de croissance du PIB de plus se traduit par une poussée plus forte que prévue des importations à partir de 68. Bref, la croissance des décennies d'après-guerre a masqué un certain nombre de faiblesses, un certain nombre de signaux d'alerte. Alors pour autant, la France est-elle, dès ce moment-là, plongée dans une crise, et comme le malade de Knock est-elle déjà malade sans le savoir? Jean-Charles Asselin nous invite à prendre un petit peu de recul. Il y avait fait une intervention très intéressante au moment du colloque Giscard et l'économie en 2008, et il explique que, certes, on peut prendre ces indicateurs en compte, mais que la réalité est en fait bien moins négative, même s'il y a un risque de surchauffe conjoncturelle. Du reste, Dubois, Carré et Malinvaud ne concluent-ils pas leur ouvrage sur la croissance française en estimant que tout bien pesé, l'extraordinaire développement de la France ne semble pas devoir se ralentir avant pas mal d'années?
72. 73, c'est le rapport du Tson Institute dont je parle en introduction, qui conclut que la puissance industrielle de demain, c'est la France et pas l'Allemagne qui est condamnée, elle, au déclin. Et c'est dans ce contexte-là, donc, qu'à partir de 73, intervient ce premier choc pétrolier avec un baril. Je reviendrai pas, je vous renvoie à la notice, l'excellente notice d'Éric Bussière dans le dictionnaire Pompidou, auquel j'invite tout le monde à se référer. On a un baril qui passe de 2,89 à 11,65 $. Pour rappel, il est à 83 $, aujourd'hui, enfin 82, 83, je sais pas. Ce qui, ça fait sourire, mais à l'époque, ça implique un prélèvement sur nos disponibilités nationales, évalué à l'époque à environ 3% du PIB. Pour les Français, qui dépendent à 80% d'importation pour leur approvisionnement énergétique, cette hausse se traduit par une inflation qui passe à 13,7 en 74, alors qu'on était à 6,2 en 73, et qui aggrave le déficit extérieur. Alors, l'analyse que font les gens sur le moment, c'est que ce choc est provisoire, que le baril va retrouver son prix antérieur, et Pompidou semble d'autant plus partager cette appréciation générale qu'il n'y a pas de menace de pénurie, qu'on a constitué des stocks, qu'on a des importations qui se sont diversifiées au début des années 70. Néanmoins, dans un entretien accordé à Jean-Marie Cavada à la télé, il explique en fin d'année 73 que, je cite, « Les Français sont inquiets parce qu'ils se réveillent d'un trop beau rêve, mais en tenant compte des malheureux, la vie française était une vie de facilité et de bonheur, même si les Français s'en rendaient pas forcément compte. » De son côté, Giscard fait un discours au Conseil économique et social le 18 décembre, dans lequel il évoque une rupture nécessitant une tactique en deux temps. Alors j'aimerais pouvoir vous limiter avec le talent de Thierry Leluron, je sais pas, mais je cite, « D'abord, nous dit Giscard, il faut traiter le problème majeur qui est le risque d'inflation par les procédés classiques éprouvés. Ensuite, s'attendre à des tendances récessionnistes susceptibles d'être traitées par des incitations ciblées. » Du Giscard, donc, et il évoque dès ce moment-là la nécessité d'un redéploiement industriel résultant d'une contrainte majeure mais nécessaire, l'insertion de la France dans les échanges internationaux depuis la signature des traités de Rome face au bouleversement des prix des matières premières. Alors, en 2008, au colloque Giscard ajoutera deux choses qui sont intéressantes. D'abord que si il annonce en 73 que l'augmentation des prix du pétrole sera durable, comme des matières premières d'ailleurs, c'est, nous dit-il, qu'il a toujours été attaché à l'importance d'un facteur souvent dédaigné par les observateurs, en l'occurrence la démographie. Je cite, « La grande transformation de la planète vient de l'augmentation de sa population. Cela signifie qu'un jour ou l'autre, l'énergie et les matières premières seront rares. » Bon, ça, c'est du Fourastier dans le texte. Ensuite, ajoute-t-il, je savais que la conjoncture changerait un jour ou l'autre, que la croissance venue de la reconstruction du pays, qui gommait beaucoup de difficultés, finirait par se ralentir, etc., etc. De son côté, fin 73, Fourastier prend la plume également dans un article dans le Figaro intitulé « La fin étant facile », et il dit, alors on est 2 jours après l'intervention de Giscard au Conseil économique, où il dit en gros la même chose. Je passe pour aller vite. Alors Pompidou décède quelques mois plus tard, et la campagne électorale qui s'ensuit n'est finalement pas très propice à ces thématiques que sont la lutte contre l'inflation. Elle n'est pas centrée finalement tant que ça, voire même pas du tout sur la question du choc pétrolier et de ses conséquences. Et pour cause, le plafonnement de la production industrielle qui avait suivi la croissance rapide du second semestre 72 et du début 73 fait place depuis fin 73 et pour tout le premier semestre 74 à une étonnante reprise de son accroissement, et on le sait, hein, la cassure, elle intervient plutôt au second semestre 74. Alors il y a un phénomène de constitution de stock qui explique ces bonnes performances au premier semestre. Et donc le candidat Giscard fait campagne avec un programme réformateur qu'il défend depuis 72, axé autour de la notion de croissance civilisée, de modernisation, de libéralisme avancé mais éclairé, et de nouvelle croissance. Toutefois, une fois élu, les contraintes économiques le rappellent, comme l'explique Mathias Bernard dans sa biographie, et pas de chance, donc c'était aussi la première année de mon septennat. J'en viens donc à mon deuxième temps. Une fois au pouvoir, Valéry Giscard d'Estaing et Fourcade vont d'abord souhaitent prendre des mesures impopulaires dès le début du mandat, dans le sillon tracé par Giscard lors de son intervention au Conseil économique, ce qui explique que dès le 12 juin 74, Fourcade présente un plan d'assainissement visant à rétablir les grands équilibres et à combattre l'inflation via des mesures interventionnistes
que Giscard lui-même avait expérimenté 10 ans plus tôt comme ministre des Finances, majoration de l'impôt sur le revenu des sociétés, sur les gros contribuables, forte réduction des dépenses publiques, etc., etc. Alors, ces mesures déflationnistes confirmées à l'automne par un projet de budget de 75 marqué par un nouveau recul des dépenses publiques aggravent en fait le marasme, et à l'automne 74, il est clair que la croissance est en panne, la production chute au rythme annuel de 24% d'août à décembre, date à laquelle l'indice mensuel de la production industrielle revient au niveau qu'il avait à la fin de l'année 1974. Alors pour les statisticiens de l'INSEE qui travaillent là-dessus à partir des enquêtes menées auprès des industriels, ce retournement conjoncturel s'est en fait amorcé dès mi-73 et le sursaut qu'il y a eu fin 73 et début 74 était en fait lié au climat inflationniste intense, la croissance ayant surtout été stimulée par la constitution de stocks de précaution par les entreprises. Il y a de la littérature là-dessus, selon les secteurs. Sauf que à l'automne, aux modifications de tendance de prix s'ajoutent les effets des mesures de restriction de crédit qui pèsent de plus en plus sur les trésoreries, y compris sur celles des grandes entreprises. Les entreprises diminuent ou cessent les achats destinés au renouvellement de leur stock de matières premières et bientôt, les produits finis ne trouvent plus d'acquéreurs. L'ajustement passe par une baisse de la production jusqu'à résorption des surplus de stock. Donc on a un mouvement fin de 74 qui est aussi exagéré que la croissance de fin 73, début 74 ne pouvait l'être quelques mois plus tôt. Ce ralentissement touche de manière inégale les secteurs d'activité. Le textile est très touché. La construction navale et aéronautique sont touchées avec retard, puisque en fait c'est quelques mois plus tard que l'activité baisse en raison de la pause des commandes en lien avec le ralentissement du transport maritime et pétrolier et les incertitudes du trafic aérien. L'automobile, va pas très bien à la fin de l'année 74 et on assiste au développement d'un chômage important à la fin de l'année qui change de nature. Jusque-là, le chômage qui existait relevait d'une inadéquation entre l'offre et la demande, et c'était quelque chose de structurel, notamment dans le tertiaire. Mais à partir de septembre, les fermetures d'usines commencent à se multiplier et le chômage se développe. Plusieurs grèves éclatent, y compris d'ailleurs dans les services publics. Alors dans une allocution le 26 novembre, Giscard dresse un tableau noir de la crise qui, je cite, est un problème mondial lié au désordre des grandes monnaies, à l'augmentation des prix du pétrole. Il affirme que les mesures déflationnistes de juin sont la réponse appropriée, dédramatise la situation du chômage. Je cite, « Le gouvernement fera le nécessaire pour vous protéger à temps du chômage. Il en a la volonté, il en a les moyens. » Et avant d'ajouter, au bout de cet effort, il y a une tache de lumière, qui est la reprise du progrès économique en France. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe au ministère de l'Industrie ? Eh bien, encore une fois, au colloque de 2008, Michel Margueras, que vous citiez tout à l'heure, avait fait un papier très intéressant dans lequel il analysait ce qui se passait à partir de 74 au ministère de l'Industrie. L'article s'intitulait le pompier ou l'architecte. Et en fait, Margueras relève que le ministère de l'Industrie est largement inaudible. En 74 et en 1975, Dornano, qui est ministre de l'Industrie et ses services, envoie des notes et des rapports assez alarmistes à l'Élysée, qui évoquent une crise structurelle frappant même les entreprises saines et qui nécessite un effort public d'importance. Donc, il propose un plan de soutien, un plan de redéploiement industriel sous forme de plan sectoriel qu'il faudrait discuter avec les partenaires sociaux, mais qui ne serait dans tous les cas pas destiné à sauver ce qu'ils appellent les canards boiteux. Le problème, c'est qu'il n'existe pas de structure à l'époque capable de porter, de mener une telle action publique, même si on va le voir tout à l'heure, il y a les quasi. Mais du côté de l'Élysée, les réactions sont plutôt mitigées. D'abord, on considère que le ministère de l'Industrie est une institution en crise. Dans les années 70, au début des années 80, tout le monde dit que le ministère de l'Industrie est une institution en crise. Quand Chevènement arrive au début des années 80, les premières notes qu'il a sur son bureau, c'est « le ministère est une institution en crise ». Bon. Quand on veut tuer son chien, il suffit de dire qu'il a la rage, c'est bien connu. Donc des réserves, institution en crise, et puis surtout, l'Élysée a des réserves sur le terme de redéploiement industriel, considère que la date est inopportune pour débattre avec les partenaires sociaux
parce qu'il ne faut surtout pas ralentir le combat principal qui est celui de lutte contre l'inflation. Et puis, il n'est pas du tout question de créer une filiale commune entre l'IDI et le Crédit National, parce que ça risquerait de susciter des appels à l'aide publique et provoquerait, je cite, la création de groupes publics monstrueux et ingérables auxquels toutes les entreprises en liquidation seraient tentées de s'adresser. Il y a donc des différences très nettes entre, pour lesquelles je pourrais revenir, entre le ministère de l'Industrie qui fait un certain nombre de propositions tout à fait intéressantes, différents scénarios, stratégie à la japonaise, stratégie autarcique, stratégie qualifiée d'utopique, plusieurs types de programmes, mais systématiquement, l'Élysée se montre assez sceptique face à ces propositions parce qu'elles impliquent une intervention des pouvoirs publics qui aurait été comparable à celle qu'on a connue après-guerre. Et en fait, Félix Torres et Michelot montrent bien dans leur bouquin que pendant ce temps-là, à l'Élysée et à Matignon, d'ailleurs, on est en train de faire le choix de la consommation au détriment de la capacité d'investissement des entreprises. En effet, après l'échec du plan Fourcade, le gouvernement Chirac, qui doit lutter contre le chômage, a deux solutions. La première, qui aurait consisté à faire un effort de compétitivité et de redressement de la balance commerciale. Alors c'est efficace à long terme, mais ça suppose beaucoup de sacrifices qu'en termes sociaux, ils sont pas prêts à assumer. La deuxième solution, c'est un développement de la demande intérieure via du déficit public, de l'expansion monétaire. C'est électoralement tout à fait profitable et susceptible de donner des résultats à court terme. Et donc on assiste au point de départ d'une politique de la demande qui va consister à développer la consommation des ménages. Et tout est fait pour transférer sur les entreprises le poids du choc pétrolier. Exit l'impératif industriel de Stoléru et des Ambert et des conseillers de Pompidou. Et tout est fait pour... des prélèvements supplémentaires, sont mis en place sur les entreprises. Je rappellerai simplement, loi du 16 juillet 1974 instituant une allocation de rentrée scolaire, un corps interprofessionnel du 15 octobre 1974 prévoyant une indemnisation de 90% du salaire brut versé sur un an institué pour les salariés victimes de licenciements économiques. Et à partir de 1974, la croissance des prestations sociales ne va plus s'ajuster à la croissance du PIB, et l'extension continue des droits aux prestations remettant en cause à l'un des principes de l'ordonnance de 45 qui crée la sécurité sociale, en l'occurrence le lien entre le montant des cotisations versées d'un côté et les prestations reçues d'autre part. Et tout ceci se fait au détriment de la capacité d'investissement des entreprises sur lesquelles les pouvoirs publics font porter systématiquement des efforts supplémentaires de solidarité. Quelques années plus tard, le commissaire au plan Jean Ripper expliquera dans un rapport que les entreprises françaises finance 59% du budget social de la nation, contre 35% pour les Allemandes, 27% que les Anglaises. Et donc, face à cela, les entreprises ont le choix entre une hausse des prix de vente à l'exportation ou une baisse de leurs marges, solutions qui sont toutes les deux à moyen et long terme tout à fait néfastes pour l'emploi. De sorte que, de 74 à 80, 625 000 emplois industriels disparaissent en France. Alors, d'abord, les secteurs en souffrance et les entreprises fragiles, c'est comme ça que ça commence souvent, textile, construction navale, sidérurgie, charbonnage, et puis dans un deuxième temps, biens intermédiaires, matériaux de construction, tannerie, divers biens de consommation. De plus, encore peu endetté en 1974, l'État, face à cela, pratique un interventionnisme public censé accompagner cette fin de vie des entreprises défaillantes via des organismes et des comités divers. Il y a d'un côté les comités départementaux de financement, les CODEFI, qui sont lancés en juillet 1974 par le ministre Fourcade. Et puis il y a surtout, à partir de novembre 1974, la création des CIASI, du comité interministériel d'aménagement des structures industrielles, qui est créé d'ailleurs à la suite de l'affaire LIP. Je fais un petit retour jusqu'en 1973. Le dépôt de bilan en juin 1973 de LIP, première manufacture française d'horlogerie qui employait plus de 1000 salariés, a été à l'origine, on le sait, d'un mouvement social inédit. Et pour sortir de la crise, le gouvernement a soutenu l'initiative d'un groupe de patrons résolus à faire redémarrer l'usine avec un nouveau PDG choisi par eux en 1974, qui était Claude Neuschwander. Et craignant que, avec la crise, les entreprises en difficulté se multiplient, et bien décidé à éviter de nouvelles affaires LIP,
Le gouvernement Chirac crée donc fin novembre 1974 une cellule d'intervention destinée à apporter une aide ponctuelle à des entreprises qui seraient en difficulté. C'est le CASI dont il confie la direction au départ à Jérôme Monod. Et donc le CASI renfloue des entreprises en mal de fonds propres, va accorder des exemptions fiscales, le cas échéant réviser des marchés publics, mais dans tous les cas, on ne fait qu'accompagner le déclin, on ne fait qu'accompagner la fermeture d'entreprises industrielles. Conclusion, la désindustrialisation, choix et engrenage. À la fin de l'année 74, en décembre 74, Fourastier, encore lui, publie dans le Figaro littéraire, cette fois, un article intitulé « La fin des temps faciles est survenue », dans lequel il explique que le temps du monde surpeuplé commence. C'est un peu ce que Giscard disait quelques années plus tôt. Et ce thème du monde surpeuplé qui commence, il va revenir dans tous ses bouquins à partir de milieu des années 70, y compris dans celui qui part en 1979, les fameuses 30 Glorieuses, qui ont fait passer Madère et Cessac, en réalité le village de Douel dans le Lot, qui est cher à son cœur, de la pauvreté millénaire et de la vie végétative, je cite, au niveau de vie et au genre de vie contemporain. Donc Fourastier, dans les 30 Glorieuses, explique, tout en décortiquant, en donnant à comprendre aux Français ce qu'ils ont vécu pendant 25 ou 30 ans, on peut chipoter sur la chronologie, à mon avis l'essentiel n'est pas là, ce qu'ils ont vécu, mais il ajoute en conclusion que bien cette fin des temps faciles, elle a des raisons, et il en donne l'explication. En fait, Fourastier considère que le milieu des années 70 est un point d'achèvement. C'est le point d'achèvement de la période transitoire, vous savez, dont j'ai parlé tout à l'heure, exposée dans sa théorie générale de 48, et qui figurait donc au cœur de ses théories dans toutes les années 50 et 60. Je cite, « Le temps du monde fini, miraculeusement interrompu entre 45 et 73, recommence. Et il n'est pas prêt de s'arrêter. La voie du progrès rapide, je cite toujours, est maintenant fermée pour la France. On est en 1979. Seule la voie d'un progrès lent lui reste ouverte. » Et évidemment, si on songe au taux de croissance, effectivement, vous le rappeliez tout à l'heure, on passe de taux de croissance qui était de 5 à 6 à des taux de croissance qui sont de 2 à 3. Puis ensuite, on passera... 2 à 3, ça ferait rêver notre ministre de l'économie aujourd'hui, mais on en est loin. Ceci dit, deuxième point de conclusion, l'examen, et ça je renvoie à Jean-Charles Asselin dans l'article qu'il avait fait en 2008, l'examen au final des performances du septennat Giscard, les indicateurs sont pas si mauvais que ça. Si on regarde la croissance du PIB, avant 73, la France détenait la deuxième place derrière le Japon, avec un taux de croissance annuel supérieur d'1 point à la moyenne européenne. Après 73-74, la France va continuer à occuper cette place. Par contre, l'évolution de la production industrielle est beaucoup moins favorable. Par contre, les indicateurs d'équilibre sont beaucoup plus préoccupants, et notamment du côté de l'emploi et du chômage, qui constituent clairement un échec, puisqu'on passe de 421 000 chômeurs fin 73 à 1 729 000 en 1980. Le bilan qui est 74-81 est donc mitigé, et comme vous le disiez tout à l'heure, rien n'est donc écrit, rien n'est donc joué en 1974. Sauf que, on est 50 ans plus tard, et force est de constater que plus que tout autre pays européen, la France a été frappée par un phénomène massif de désindustrialisation, notre industrie étant aujourd'hui marginalisée et affaiblie plus que tout autre pays en Europe. Et c'est que 1974 a été quelque part un moment, vous parliez de charnière grinçante tout à l'heure, je trouve que l'expression est tout à fait appropriée, est tout à fait intéressante. En tout cas, cette charnière grinçante, elle implique une rupture profonde du contexte intellectuel, institutionnel, économique, qui résulte du ralentissement de la croissance, du choix d'une économie post-industrielle substituant les services à l'industrie et abandonnant la production aux pays à bas salaire, et de l'emprise accrue des idées néolibérales privilégiant la régulation par les marchés. Et j'en terminerai ici pour ne pas trop dépasser le temps qui m'était imparti. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup. Et je crois que maintenant on va regarder un petit film. Non, je plaisante, mais l'intervention de Sébastien Repère a été enregistrée par ses soins, donc on va maintenant la voir. Je sais pas si on la voit. Bien, bonjour à tous. Merci à Christine Manigan, à Thierry Mérel et à Gilles Richard pour leur invitation. Et surtout toutes mes excuses pour cette intervention en différé qui ne me permettra pas malheureusement d'échanger avec la salle. Merci également à Mathieu Fulat pour la présidence de cette table ronde. La France des Trente Glorieuses se caractérise, si on suit l'analyse de Jean-François Sirinelli, par 4 P. La paix depuis 1962, en tout cas en France, la prospérité, le plein emploi et enfin la croyance dans le progrès. Or, le choc pétrolier de 1973 vient bouleverser cet équilibre et montre à quel point la prospérité et le plein emploi étaient dépendants d'une autre lettre, le E en l'occurrence, le E de énergie. Une énergie bon marché qui, après avoir été extraite des entrailles de la terre, le charbon, coulait à flot depuis plusieurs années, le pétrole. Or, le substitut idéal à ces deux énergies désormais peu accessibles, puisque l'extraction du charbon a été abandonnée et le pétrole est devenu trop cher, paraît être l'atome et l'énergie électronucléaire. C'est ce que promet le plan Mesmer en mars 1974. Dans cet exposé, je m'interrogeais sur la nature consensuelle ou non de ce plan énergétique, du plan énergétique proposé par Pierre Messmer, le Premier ministre, et sur ce qu'il implique. Tout d'abord, on pourrait se demander si finalement ce programme électronucléaire proposé par Pierre Messmer n'est pas une solution miracle proposée par le gouvernement en 1974. Au début du mois de mars 1974, le Premier ministre Pierre Messmer, qui vient alors d'être reconduit à Matignon, c'est le gouvernement Pierre Messmer III, nommé le 1er mars 1974, annonce un grand plan d'accélération de la production électronucléaire en France. Concrètement, en l'espace de 2 ans, sur les années 1974 et 1975, 13 centrales nucléaires de 1000 mégawatts chacune doivent être mises en chantier. Mais il est déjà annoncé que par la suite, le programme devra être poursuivi avec la construction, avant 1980, de 40 à 50 autres centrales. L'objectif est donc non seulement de substituer le nucléaire au thermique, mais aussi d'augmenter considérablement la puissance installée d'EDF en la multipliant par 2 par rapport à la puissance installée de 1962. Il s'agit donc d'un plan de grande ampleur, supposant un volume élevé d'investissement public. Ce sont 13 milliards de francs de l'époque qui sont annoncés, soit 1 milliard par centrale. Et le gouvernement annonce également un endettement massif mais obligatoire d'EDF. Or, au-delà du contenu du plan lui-même, c'est aussi la forme qui retient l'attention du public à ce moment-là, puisque la décision du gouvernement est annoncée par le Premier ministre lui-même lors d'une intervention télévisée entièrement consacrée à la question énergétique. C'est l'optimisme pro-nucléaire qui semble triompher dans les déclarations de Pierre Messmer. Je le cite, « Notre grande chance, c'est l'énergie électrique d'origine nucléaire. Aucun pays au monde, sauf les États-Unis, ne fait un effort comparable et il y a là véritablement une des grandes œuvres que nous allons réaliser au cours des prochaines années. » Le Premier ministre dit aussi qu'il, je le cite encore, s'engage personnellement à ce que ce soit un succès, ce qui renforce la solennité et la force du propos. Cette stratégie rhétorique s'explique par différents facteurs, notamment par le fait que la reconduction de Pierre Messmer au gouvernement quelques jours plus tôt est passée complètement inaperçue. Donc il y a nécessité pour le Premier ministre d'occuper l'espace et l'agenda médiatique. Mais surtout, le Premier ministre veut marquer d'une pierre blanche le sursaut volontariste qui semble saisir la France pompidolienne, pour faire face au ralentissement brutal de l'économie à la suite du choc pétrolier. Tout cela est présenté comme étant au service de l'indépendance énergétique de la France, une thématique qui est très présente au milieu des années 1970. Alors même que le choc pétrolier 1973 a justement montré l'extrême dépendance de la France au système énergétique mondial. Si on veut avancer quelques chiffres, eh bien,
on voit que en 1973, la France est dépendante énergétiquement du reste du monde à 76%, et elle a pour ambition, avec ce plan Messmer, de passer à une dépendance à 55% seulement, mais c'est encore beaucoup, en 1985. Alors il convient de revenir aussi sur un certain nombre d'éléments pour comprendre le contexte de ces annonces faites par Pierre Messmer. Ce contexte, c'est une politique énergétique plus globale et il faut au moins en souligner trois aspects. Le premier aspect, c'est que le plan Messmer ne sort pas de nulle part et il ne relève pas d'une absolue nouveauté. Déjà en 1972, une commission parlementaire, la commission parlementaire PEON, P-E-O-N, sur la production d'énergie d'origine nucléaire, avait recommandé la construction de 25 nouvelles centrales à l'horizon de l'an 2000. Et par ailleurs, en 1974 et en 1975, la construction respectivement 3 et 4 centrales nucléaires est déjà programmée. Autrement dit, lorsque Pierre Messmer annonce son plan, des commandes de nouvelles centrales sont déjà passées. Et il ne fait qu'augmenter le nombre de commandes passées, les chiffres passant respectivement à 6 et à 7. Autrement dit, cette accélération du programme électronucléaire français a été préparée et anticipée. Le plan Messmer se contente d'entériner et de concrétiser cette accélération. Je mettrai ici quand même le verbe contenter entre guillemets, puisque c'est un bond en avant, peut-être pas dans l'inconnu, mais un bond en avant dans l'énergie électronucléaire. Le deuxième élément de contexte dont il faut souligner l'importance, c'est que ce plan, cette annonce, ou cet ensemble d'annonces sur la construction de nouvelles centrales s'accompagne d'un vaste plan, d'une vaste campagne d'économie d'énergie, puisque face à la pénurie énergétique, outre la production d'énergie alternative, la réduction de la consommation est l'autre voie possible, et c'est également une voie sur laquelle mise le gouvernement. C'est ainsi que sont envisagées et parfois mises en œuvre la limitation à 6 mois de la durée autorisée du chauffage des appartements, dont la température ne doit pas dépasser 20 degrés, ou encore l'obligation d'améliorer l'isolation thermique des immeubles neufs, ou encore l'encouragement aux restrictions de circulation des voitures individuelles au profit des transports en commun. Troisième élément de contexte, le choix du tournant électronucléaire par le gouvernement s'explique aussi par la destruction avancée d'une autre filière énergétique, à savoir celle du charbon. Parallèlement aux annonces sur le nucléaire, Pierre Messmer envisage aussi une révision du plan charbonnier avec une relance des études sur la production charbonnière. Mais dans ce domaine, il doit composer avec une filière qui s'est déjà pliée au plan de conversion et à la perspective de la fermeture des puits. Et si en septembre 1974, au-delà donc de la présidence de Georges Pompidou et du gouvernement Messmer, si en 1974 la révision du plan charbonnier est finalement entérinée par le gouvernement de Jacques Chirac, celle-ci ne parvient qu'à freiner la réduction programmée de la production et non à l'enrayer significativement. Donc ce plan nucléaire sert aussi à pallier ce déficit croissant en l'énergie charbonnière, en charbon. Quoi qu'il en soit, ce que l'on voit, c'est que ce tropisme pour l'énergie nucléaire survit à la mort de Georges Pompidou et à la fin du gouvernement Messmer. Or, s'il survit, c'est bien qu'il parvient à battre en brèche les critiques formulées à son encontre, et c'est ce que je verrai ici dans un deuxième temps de la réflexion. Ce que l'on voit, c'est que les critiques contre le plan Messmer sont nombreuses, mais elles sont loin d'être radicales et loin d'être frontales. D'abord, ces critiques consistent en un certain nombre de préoccupations environnementales qui sont formulées, et elles sont déjà très présentes, ces préoccupations environnementales. Cette question est présente de façon diffuse dès l'annonce du plan. Par exemple, le soir même où Pierre Messmer annonce son plan, le journaliste qui l'interviewe, Jean-Marie Cavada, l'interroge sur ce point. Je cite Jean-Marie Cavada, « Monsieur le Premier ministre, quand on installe des centrales nucléaires, il y a un risque qui est celui de détruire l'équilibre biologique des ruisseaux ou de l'environnement. Alors, qu'allez-vous faire pour cela ?»
La réponse assez évasive de Pierre Messmer se veut rassurante. Je le cite, « Il y a la sécurité et l'environnement. Nous prenons toutes les mesures qui sont indispensables et j'observe au passage que jamais en France jusqu'à maintenant, fort heureusement, nous n'avons eu d'accident de sécurité nucléaire grave et je crois que les mesures que nous avons prises permettent d'assurer que dans l'avenir, le maximum sera fait. » Autrement dit, la question est rapidement balayée, le journaliste n'y revient pas et il considère que cette réponse rassurante est visiblement satisfaisante. Pourtant, on comprend quand même que ces inquiétudes environnementales soient très présentes. Il y a, en 1974, un climat international qui est de plus en plus suspicieux à l'égard du nucléaire, et du nucléaire civil. C'est le cas notamment aux États-Unis, où les incidents sont récurrents. En mai 1974, la Commission américaine de l'énergie atomique, abrégée AEC, publie ainsi un rapport signalant que plus de 860 anomalies se sont produites dans les 42 centrales nucléaires américaines pendant l'année 1973. Et au même moment, une autre agence américaine, l'Agence américaine pour la protection de l'environnement, l'EPA, publie une étude sur les effets des rayonnements produits par le nucléaire civil et met en garde sur le fait que ceux-ci causeront entre 5 et 25 000 morts dans la population américaine dans les 150 prochaines années, ce qui n'est pas franchement rassurant. Le développement de l'énergie nucléaire s'accompagne donc dès l'origine d'une série de craintes relatives à la sécurité, quant à la santé des populations et quant à la préservation de l'environnement. Le risque de réchauffement des cours d'eau, notamment, est régulièrement mis en lumière, puisque les centrales sont refroidies par l'eau qui est puisée dans ces cours d'eau, et lorsqu'elle est rejetée, eh bien, elle est plus chaude que la température de départ. Pour autant, on peut faire ici deux constats quant aux critiques qui se développent dans le débat public par rapport au plan Messmer. Premièrement, ces critiques restent somme toute modérées, et l'opposition frontale au nucléaire civil est rare. Deuxièmement, parmi les critiques mises en avant, la dimension environnementale n'est qu'une parmi d'autres, et sans doute pas la plus présente. C'est ce que l'on observe notamment dans le discours de l'opposition de gauche, que ce soit dans les partis ou dans les syndicats. Les premières réactions du camp socialiste face au plan Messmer expriment en effet une certaine perplexité quant à ses effets de long terme et admettent une certaine difficulté à évaluer ces mêmes effets. C'est ce dont témoigne par exemple un article de l'Unité qui est consacré à la question en 1974. Je cite quelques phrases, car au-delà des mots, il s'agit de prendre la mesure exacte du problème, d'estimer et de juger, pour aujourd'hui et pour demain, les décisions gouvernementales. Les choix d'aujourd'hui auront en effet des conséquences futures que d'autres que Pierre Messmer devront supporter. Mais en réalité, les socialistes ne s'opposent pas frontalement à la perspective du développement de l'énergie nucléaire. La réaction de François Mitterrand le 9 mars à l'antenne de Radio Monte-Carlo en témoigne. Il estime alors qu'il est raisonnable de, je le cite, dépenser moins d'énergie en pétrole et de recourir à d'autres sources d'énergie, notamment dans le domaine nucléaire. Ce qu'il reproche au gouvernement, ce n'est pas tant d'avoir recours au nucléaire que d'avoir tardé à y avoir recours. Je cite encore François Mitterrand, « Surtout, le gouvernement semble faire des découvertes qui appartiennent aux vieilles lunes, comme le développement de l'énergie nucléaire. Cela révèle les carences des gouvernements antérieurs. Je crains que la tentative de constituer des sources d'énergie nationale ne vienne tard, bien tard. » L'accord de principe avec le développement de l'énergie nucléaire est également bien visible dans les archives du secrétariat national du Parti socialiste. Un compte-rendu manuscrit d'une réunion du 25 septembre 1974 explique ainsi, je le cite, qu'il faut développer l'électronucléaire. Ce développement est présenté comme une nécessité économique, car de toute façon, je cite encore, les énergies autres, entre parenthèses éoliennes, solaires, etc., ne peuvent représenter plus de 10% de la production globale. De façon plus étonnante encore, le compte-rendu admet que, je cite toujours, nos experts, autrement dit ceux du Parti socialiste, disent que le plan gouvernemental est le seul possible. Alors, le document estime qu'il y a certes des risques d'accident, mais que ces risques d'accident sont peu vraisemblables.
Il n'ignore pas non plus la question de l'impact environnemental, à travers en particulier ce réchauffement des cours d'eau, mais le compte-rendu dit encore, nos experts sont hésitants quant à cette question, elle n'est pas tout à fait tranchée. Autrement dit, certes, il y a des doutes environnementaux autour du plan Messmer, mais il ne représente pas un obstacle véritable au développement du nucléaire civil aux yeux de la direction du Parti socialiste. Du côté syndical, du côté de la CFDT en particulier, dont on connaît l'intérêt précoce pour les questions environnementales, eh bien, celle-ci ne semble de la même façon pas condamner le plan présenté par Pierre Messmer. D'ailleurs, peu avant l'annonce du plan, alors que les mesures d'économie d'énergie ont déjà été annoncées par le gouvernement, la CFDT appelle de ses vœux, à côté des recherches sur l'énergie solaire et géothermique, je cite, l'arrêt de la régression du charbonnage et le développement de la filière nucléaire française. Autrement dit, pas d'opposition frontale au nucléaire ici. En réalité, à gauche de l'échiquier politique, outre la question environnementale, un autre élément intervient dans le débat, de façon marginale au PS, mais de façon beaucoup plus centrale au PCF et à la CGT, c'est l'origine américaine des technologies utilisées pour la construction des nouvelles centrales. En effet, les années 1970 voient l'abandon de la filière dite graphite-gaz, parfois appelée filière française du nucléaire, au profit de la filière dite eau légère, qui peut être une eau pressurisée ou une eau portée à ébullition. Or, les réacteurs correspondant à cette seconde filière, la filière eau légère, sont fabriqués sous une licence américaine appartenant à la firme Westinghouse, et cette licence est exploitée en France par Framatome, qui est dans les années 70 le principal, voire l'unique constructeur des réacteurs français. C'est pour cette raison principalement que la CGT, dans sa branche énergie, tente de différer la mise en œuvre du plan Messmer, avec l'espoir qu'une filière française eau légère puisse voir le jour avant que les réacteurs ne soient construits. Elle souhaite que les centrales en cours de construction sous licence Westinghouse soient considérées comme de simples prototypes et que d'autres solutions soient trouvées pour pallier la pénurie de pétrole. La relance de la construction de centrales hydrauliques, d'ailleurs la CFDT se joint à la CGT pour demander cette relance, la construction de nouvelles centrales thermiques ou encore la construction de centrales nucléaires de la filière française graphite-gaz. Le PCF se fait l'écho des mêmes demandes et des mêmes reproches adressés au plan Messmer. Finalement, et ce sera le troisième et dernier temps de mon exposé ici, finalement, il n'y a que les écologistes qui s'opposent frontalement au nucléaire et au plan Messmer, et dans cette opposition, ils sont relativement isolés. Du côté des écologistes, comme l'explique Alexis Vrignon, c'est bien la décision du gouvernement Messmer qui provoque l'éclosion de nombreux conflits antinucléaires, parfois très virulents, en divers points du territoire, tout au long des années 1970. Ici, chez les écologistes, l'opposition au projet est immédiate et totale, comme le montrent les réactions de René Dumont, premier candidat écologiste en 1974, par exemple à travers la proposition d'un moratoire sur le nucléaire. Mais outre René Dumont et le petit groupe qui se forme autour de lui pour promouvoir sa candidature à la présidentielle de 1974, ce sont aussi les scientifiques du groupe Survivre et Vivre qui s'opposent à ce développement du nucléaire, comme l'a montré Céline Pessy dans son étude de Survivre et Vivre. Alors, cette opposition frontale mérite qu'on s'attarde un instant sur les arguments écologistes mobilisés contre le plan et contre le nucléaire de façon générale. Certes, dans leur discours, il y a le risque environnemental que fait peser le nucléaire, le risque que fait peser le nucléaire sur l'environnement, mais il y a surtout, à la base, des oppositions, une opposition, à strictement parler, politique au nucléaire. C'est bien la technocratie qui est visible derrière le nucléaire, qui est condamnée dans le discours écologiste, ce que l'on retrouve tout à fait dans le terme techno
fascisme ou électrofascisme qui font florès à l'époque. En conclusion, à cet exposé rapide sur le plan Mesmer et les différentes critiques qu'il suscite, eh bien, je dirais que certes, il n'y a pas de consensus autour de cette énergie électronucléaire, mais il y a une opposition qui est, somme toute, très limitée, qui est modérée dans la majorité de l'opposition, et qui est surtout forte dans une frange très réduite du spectre politique, à savoir cette famille écologiste naissante. On rappellera que finalement, René Dumont, à la présidentielle 1974, ne recueille qu'1,32% des suffrages. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Très bien, donc on a maintenant un petit peu de temps pour la discussion avec la salle. Donc si vous voulez poser des questions, alors Sébastien, sera dur de lui poser des questions, hein, mais pour Régis Boula ou moi-même, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. J'avais une question pour Régis Boula. Tu as fait allusion justement sur le fait que la désindustrialisation dans le Haut-Rhin commence bien avant 1974 et que à cette époque, d'un point de vue industriel, les choses sont quasiment pliées pour certaines industries comme le textile, visiblement. Et je voulais justement savoir comment avait été vu justement 1974 sur ce plan départemental ou local. Est-ce que c'était vécu comme le coup de grâce et finalement, voilà, tout est fait. Enfin, bref, changer un petit peu l'échelle, passer du national au local. Alors, pour répondre à tes questions, j'ai deux, trois petites minutes. Oui, bon. Il faut se replacer dans le contexte du Sud d'Alsace. Dans le Sud d'Alsace, vous avez un phénomène d'industrialisation précoce qui s'est mis en place avec, symboliquement, en 1746, la création de la première manufacture d'indienne, qui a entraîné un phénomène d'industrialisation remontant. On est passé des toiles de coton à la chimie, à la construction mécanique, etc. Avec en toile de fond, en trame, une collaboration patronale très très forte grâce à la Société industrielle de Mulhouse, qui est en fait une société d'encouragement pour l'industrie qui est née en 1825. Alors c'est la première à être née d'initiatives privées. Alors, il y a la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, mais enfin, c'est une volonté de Napoléon, donc c'est pas tout à fait comparable. Et pendant tout le 19e et une large partie du 20e siècle, la société industrielle fait un peu figure de réseau patronal dans lequel on discute aussi bien des questions d'innovation, de politique sociale, de politique commerciale à l'échelle du Sud de l'Alsace. Et évidemment, on a une HSP, une autre société protestante, c'est la dynastie Dollfuss, Mick, Queclin, Schlumberger, enfin Zuber et quelques autres. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ce réseau patronal, cette team qui existe encore aujourd'hui, perd énormément de son influence, d'une part, et d'autre part, on assiste de manière très précoce à un phénomène de désindustrialisation, puisque dès 50-51, passé la reconstruction, qui se fait d'ailleurs beaucoup sur une partie des fonds propres des entreprises, vous avez le phénomène de la décolonisation, qui prive les Mulhousiens de nombreux marchés en Indochine, en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne. Vous avez l'avènement progressif d'une société de consommation qui bouleverse les manières dont les entreprises commercialisaient et concevaient les marchés. Vous avez la construction européenne. Bref, entre 51 et 64, vous avez déjà peut-être plus d'une centaine d'entreprises textiles qui ont mis la clé sous la porte. Alors, au niveau des statistiques de l'emploi, ça passe sous les radars. Pourquoi ? Parce que il y a une mutation industrielle du Sud d'Alsace qui fait que on industrialise le Rhin, Rhône-Poulenc qui arrive à Chalampé en 54, Peugeot arrive à partir de 59-60. D'abord pour fabriquer des boîtes de montage, puis à partir du milieu des années 60 pour fabriquer, via des chaînes de montage, la 104, la première 104, elle sort de Sochaux. Donc ça, la main d'œuvre passe là. Et puis dans les années 60, vous avez également un développement massif du travail frontalier vers Bâle, la Suisse, vers
vers l'Allemagne, ce qui fait que la disparition de cette entreprise qu'on qualifie de rhénane, c'est-à-dire ancrée dans son territoire, innovante, etc., est réelle, mais elle passe quelque part un peu sous les radars. Et donc 1974, c'est enfin, encore une fois, c'est moins l'année 74 qu'une séquence qui en gros va de 73 à 73-76, au cours de laquelle, c'est une séquence au cours de laquelle donc le patronat aurinois réalise, je cite, un rapport de l'époque, nous ne maîtrisons plus le territoire aurinois. Et avouer dans la grande salle de l'Institut industriel de Mulhouse, sous les portraits de Dollfuss, Quéclin, Miguel Schlumberger, un truc pareil, mais je veux dire, les portraits ont dû se décrocher dans la salle d'honneur de la CIM. Et du coup, en 74, pour revenir à l'événementiel factuel, il y a, enfin, pas 74, mais 75, vous avez une grève chez Peugeot, qui se passe mal puisqu'ils viennent manifester sous les fenêtres de la CIM, et il y a même des bris des bris de verre. Et puis c'est le moment aussi où se produit l'affaire Schlumpf. Hein, et donc les frères Schlumpf, alors ils étaient dans la laine, ils n'étaient pas dans le coton, ils n'étaient pas protestants, ils avaient une très mauvaise réputation au sein de la SHSP mulhousienne parce que ils faisaient un peu figure de prédateurs qui rachetaient des entreprises mal en point avec une volonté de financiariser un peu les choses. C'est le moment où l'affaire Schlumpf, qui reste une des principales affaires textiles, les autres ayant disparu, il reste DMC et Schaeffer, enfin, mais la plupart, je le dis, ont disparu. C'est le moment où l'affaire Schlumpf se produit. Avec la mise sous séquestre de la collection et la fermeture de la filature de laine de Memmelsbach, etc. Et donc, cette séquence 74, 75, 76, c'est vraiment une séquence de prise de conscience. Non pas, enfin, autant de ce qu'il est en train de se passer que surtout de ce qui s'est passé pendant 20 années, pendant ces années glorieuses qui sont paradoxales pour le sud d'Alsace, parce qu'un côté pile, c'est une modernisation indéniable, mais côté face, c'est déjà la disparition, enfin des mutations industrielles et la disparition de pans entiers de ce qui faisait la force du territoire aurinois depuis la fin du XVIIIe. Très bien. D'autres, Noéline? Merci. Mathieu, c'est une question pour toi. Est-ce que tu peux développer un peu ce que tu nous as dit sur les socialistes qui commenceraient à envisager peut-être pas la décroissance, mais au moins une croissance frugale, et tu as parlé de Delors, moi ça m'intéresse beaucoup. Oui, merci de poser la question, c'est un truc sur lequel je travaillais récemment. Alors au niveau français, il y a vraiment Delors qui est un peu tout seul, mais par contre au niveau de la confédération des partis socialistes de la communauté européenne, l'ancêtre du parti des socialistes européens, il y a toute une série de responsables politiques et d'experts, certains qui ensuite vont d'ailleurs dériver vers on va dire le libéralisme, des gens comme Karel van Miert, il y a Mansholt, il y a Delors. C'est des gens qui réfléchissent à la question du nouveau modèle de développement. Et dans ce nouveau modèle de développement, il y a l'idée déjà que il faut une croissance plus riche en emplois, mais aussi mieux partagée. Donc le taux de croissance brute ne suffit pas. Il faut un temps choisi, un temps partagé. Ça, c'est des thématiques qui sont assez importantes dans la réflexion de Delors. Il y a une préoccupation environnementale. Alors elle varie selon les acteurs, mais elle est quand même sensible en expliquant que le monde est fini, qu'il y a un rapport Meadows qui est paru, qu'il va falloir en tenir compte. Ce qui est intéressant dans cette approche de l'austérité à gauche, c'est que il y en a un autre variant dont j'ai pas parlé, c'est pas l'objet, mais communiste un peu plus tard, au fin des années 70, au Parti communiste italien, autour d'Enrico Berlinguer, qui là aussi ne va pas prendre. Mais ce que je voulais essayer de montrer, que c'est tout un corpus d'idées qui vont traverser les années 70 et qui vont être, quand ces acteurs vont occuper comme Delors des positions importantes, vont être réactivés. Alors pas immédiatement pour Delors, parce que quand il devient président de la Commission européenne, sa principale ligne directrice, c'est de reconstruire l'Europe par le marché, mais
quand il réalise, après Maastricht, qu'il est allé peut-être trop loin dans la voie libérale, il va publier une sorte de ce qu'on appelle son testament, qui est un livre blanc sur la croissance, la compétitivité, l'emploi. Et quand on regarde un peu en détail ce livre blanc, on retrouve plein d'antiennes des années 70. Temps choisi, préoccupations environnementales, idée d'une croissance qui soit riche en emploi, mais pas rester que sur des indicateurs quantitatifs, parce que sinon le modèle va exploser en quelque sorte. Est-ce que je peux faire une petite remarque sur la question du nucléaire? Malheureusement, notre collègue est plus en ligne. Du point de vue alsacien, Fessenheim, évidemment, vous comprenez tout de suite où je veux en venir. L'annonce de la centrale de Fessenheim, elle se fait en 67. Mais dans la ligne un peu de ce que je disais juste avant. Mais en fait, les grands élus, les grands patrons alsaciens sont au courant depuis un peu plus longtemps. Et dans les premières réunions qu'ils ont eues avec le préfet du Haut-Rhin et les représentants d'EDF, différents ministères, ce qu'ils ont essayé d'obtenir à tout prix, c'est surtout que l'État l'annonce le plus tard possible. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que d'autres territoires leur chipent leur centrale. Parce qu'ils considèrent que dans l'optique des mutations industrielles de l'Alsace et du sud d'Alsace en particulier, c'est une chance absolument incroyable que d'obtenir la construction de cette centrale de Fessenheim pour plusieurs raisons. Et il faut absolument pas que la bonne nouvelle se répande beaucoup trop vite. Et je trouvais ça assez savoureux. Merci. Il nous reste 3 minutes pour une dernière question, sinon on peut clore la table ronde si quelqu'un... Ouais. Et ben si c'est bon, on est parfaitement dans les temps, donc on peut s'arrêter. Merci à tous.